Madame la Présidente, pour commencer, j'aurais aimé déclarer à la Chambre que je n'ai fait jamais l'objet d'aucune poursuite en réclamation devant la Cour de Central London County Court. Exactement. Il connaît bien, lui. Logé par une cousine résidant en Angleterre. Cette dernière, elle réclame plutôt et a obtenu un ordre de ce tribunal le 21 mai 2009, ordonnant quelqu'un que, ça ne vaut pas la peine de mentionner le nom, mais que vous savez tous, à lui verser un montant de 730 000 roupies pour loyer impayé. Et, si vous insistez, c'est l'avocat et le député chief whip de la majorité, M. Ravi Ratnam. Un ordre a été émis par la Cour, une Cour de justice, où il doit 730 000 roupies à sa cousine. Voler, Order, please. Order. Can we have some order in the House, please? Now, if there is so much noise, order, please, I said. If there is so much, please sit down, Honorable Amenya. If there is so much noise in the House, how do you think I can hear when someone says something which is unparliamentarian? So I would request you to remain silent when he's intervening. Thank you, Madam Speaker. Also, Madam Speaker, I have no lesson to take from someone who has assisted a gathering whereby a police officer mentioned pas capable de laisser un musulman une commissaire de police. Des propos sectaires qu'il n'a jamais condamnés. Also, Madam Speaker, I have no lesson to take from someone who has treated a lady journalist d'un femelle lycéen. I have no lesson to take, and I will end on that note, un proverbe de A. Victor, quand Ravi Ratnam parle le français, une bibliothèque brûle quelque part dans le monde. Donc, Madame la Présidente, laissez-moi aller directement. Order, please. Order, please. Order. Order. Order, please. President. I've also some order in the House. But I wish also to remind honorable members that this House is not a forum for insults. Juste par rapport à ce qu'il a dit par rapport à mon collègue, l'honorable Franco Quirin, à l'effet qu'il est un best loser. Laissez-moi lui dire, le best loser, c'est garanti par la Constitution. Il est un avocat, il aurait dû lui savoir avant n'importe qui. C'est un poste qui est garanti par la Constitution et ici, il a le même droit que n'importe qui. Il peut voter, il a les mêmes droits. Combien d'autres illustres députés, ministres a été best loser avant? C'est une honte qu'un tel député, il vient faire des commentaires par rapport au best loser. Si vous n'êtes pas d'accord, venez de l'avant avec la réforme électorale. Donc, Madame la Présidente, passons aux choses sérieuses. Un budget qui a du mérite est un budget qui jette le fondement d'un édifice nouveau. Un budget, c'est surtout une occasion pour insuffler un nouveau dynamisme à l'économie. Ce n'est pas celui qu'on nous a présenté le 14 juin. Depuis 2015, ils n'ont rien inventé ou réinventé. Rien de nouveau sous le soleil. Madame la Présidente, un budget est une occasion pour fixer un nouveau cap. Le Premier ministre et le ministre des Finances pouvaient donner l'élan nécessaire pour relancer l'économie mauricienne, mais il a raté l'occasion. S'il est vrai qu'on n'entend plus rien du budget, celui de 2018-2019 intervient dans un contexte économique incertain et tourmenté. Et tout sauf rassurant pour l'avenir. Qu'y a-t-il à l'horizon? Pas grand-chose pour embrigader
la nation mauricienne. Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet par rapport à la dette publique. L'appétit de l'État pour emprunter se manifeste encore une fois malheureusement. Lors de la précédente année financière, la dette a connu une augmentation de 12 milliards. Entre juin 2018 et 2019, le montant devrait enregistrer une hausse de 21 milliards. Sur 3 ans, basant sur les chiffres contenus dans les documents annexes au discours budgétaire, la dette publique atteindrait les 358,7 milliards, représentant un bond de 18,7%. Et là, je fais référence aux prêts contractés au budget par le gouvernement l'année dernière auprès de la Exim Bank de l'Inde pour financer partiellement le projet Métro Express au coût total de 18,8 milliards, soit à 50%, donc de 9,9 milliards. C'est à travers une institution d'État, la SBM, la banque, qui le gouvernement détient une majorité par le biais d'une nouvelle filiale SBM Infrastructure Fund. Idem pour le projet Safe City. Le gouvernement a fait appel à Mauritius Telecom afin d'emprunter récemment des milliards de roupies auprès de l'Exim Bank de China. Le montant exact n'est pas connu vu que les détails de ce deal n'ont pas été révélés publiquement. Cette pratique off-balance sheet financing signifie nécessairement que certaines dettes ne sont pas reconnues officiellement et masquent le niveau réel d'endettement du pays. Si on devrait comptabiliser ces emprunts, la dette publique se rapprocherait de 70% du PIB. Le gouvernement donne le mauvais exemple en incitant les gens à s'endetter. 117 milliards de recettes comprenant des revenus de 100 milliards de nature fiscale, des dépenses de 133 milliards, dont 116 pour les choses courantes, un déficit de 16 milliards représentant 3,2% du PIB, une dette publique de 323 milliards à 63% du PIB. Montant légitimement contesté par nombreux économistes, y compris par l'opposition, parce qu'à travers le Special Purpose Vehicle, les chiffres savamment ventilés, la taxe à valeur ajoutée, droits de douane, corporate tax et impôts sur revenus. Il est aussi impératif qu'une étude comparative soit faite pour savoir si toutes les mesures énoncées d'un budget à un autre, accompagnées souvent d'applaudissements délirants, ont été concrétisées ou pas. Une telle étude comparative pourrait être édifiante quand elle établirait combien de mesures sont restées lettres mortes. Des déclarations d'intention de vœux pieux, les mesures annoncées dans le budget 2017-2018. Me référant à un article de presse du Défi quotidien le 6 juin 2018, seulement 105 mesures réalisées sur 253 mesures du précédent budget. Et là, autre secteur que j'aurais aimé commenter, c'est par rapport à l'offshore. La gravité de la situation, surtout par rapport aux difficultés du secteur offshore. Ici, le discours budgétaire entretient le flou et l'incertitude. Après avoir sacrifié les bénéfices du traité de non-double imposition entre Maurice et l'Inde, le gouvernement envisagerait de revoir le taux de 3% appliqué aux revenus des sociétés offshore. Madame la Présidente, l'impact de la révision du traité que Maurice avec l'Inde sur l'offshore, nous n'avons pas encore ressenti cet impact. Parce que l'offshore emploie des milliers de personnes, des milliers de jeunes, directement ou indirectement, dans les sociétés offshore, dans les firmes comptables, d'audit, dans les assurances, dans les banques, même les chauffeurs de taxi, les restaurateurs, tout le monde trouve son compte. Et là, tout cela, il y aura un multiplying effect. Et pour tous ces jeunes qui font les études dans la comptabilité, c'est surtout dans le secteur d'offshore qu'ils génèrent tous ces emplois-là. Et je parle en connaissance de cause. Je suis extrêmement tracassé
à l'avenir de ce secteur, surtout, comme je dis, l'effet n'a pas encore été totalement ressenti. Donc, en essayant de revoir le taux d'imposition sur les sociétés d'offshore, le gouvernement est en train de céder aux pressions des organisations des pays développés sans égard à notre souveraineté fiscale. Il est vrai que la juridiction mauricienne ne devrait pas continuer à fonder sa compétitivité sur un avantage purement fiscal. Il est vrai, mais il lui faut des mesures d'accompagnement, comme l'industrie sucrière pour diversifier ses produits et ses marchés. Ce secteur est en pleine transition avec la fin du traité indien et ce budget ne fait presque aucune mention par rapport à ce que je mentionnais. Actuellement, les sociétés offshore, ils payent 3% au lieu de 15% et du corporate tax. C'est donc ces mesures, surtout l'exige l'OCDE. L'année dernière, dans le budget précédent, mention a été faite par rapport au blueprint. Encore une fois, cette année-ci, mention a été faite, mais le blueprint n'a pas encore toujours été circulé parmi la population, le Parlement et surtout les gens de l'industrie de l'offshore. Un secteur qui contribue 5,8% de notre PIB. Et maintenant, si on veut aligner les sociétés d'offshore parallèlement aux compagnies locaux, rien n'a été dit par rapport à est-ce qu'ils vont être imposables de la VAT, du CSR et bien d'autres réglementations. Maintenant, Madame la Présidente, pour venir à l'EDB, l'Economic Development Board. Pour moi, Madame la Présidente, l'EDB, c'est un gouvernement dans un gouvernement. On vient d'apprendre que les procédures seront revues au niveau de 14 ministères, des organismes du public et d'autres collectivités locales. Et là, je me réfère à l'article de presse du journal L'Express du mercredi 20 juin. Rapidement, l'EDB chapeautera également le projet sur la vente de la nationalité, la création du Seafood Hub à Galega, la mise sur place de National Regulatory Sandbox License Committee, du National Regeneration Scheme, du Sheltered Farming. L'Institut aura aussi un rôle important dans l'industrie cinématographique, dans le film Rebate Scheme. L'EDB devra aussi chapeauter le Film Promotion Fund avec 500 millions. Et aussi, ils vont promouvoir le pays à attirer des étrangers. Donc, Madame la Présidente, j'ai de nombreux points de désaccord concernant le board et le fonctionnement de cette super institution. Si on réfère aux provisions de la loi concernant la création de cette institution, il est clair que la composition du board est totalement déséquilibrée. Nombreux économistes ont exprimé leurs craintes. Parmi les économistes très respectés, Pierre Dinan, Eric Ning, incluant aussi M. Ramasitanen. Et je vous dis qu'au niveau du board, on constate qu'il y a 5 hommes d'affaires, le secrétaire financier et une personne dans le domaine de la médecine. Je le dis de façon sans équivoque qu'au niveau de ce board, les compétences et les expériences ne sont pas visiblement équilibrées parmi les directeurs nommés. Et en disant cela, je ne remets pas en cause l'intégrité professionnelle des personnes qui y siègent, car je pense qu'il n'est pas éthiquement correct et raisonnable pour le pays d'accepter ces risques à un moment où d'importants défis se profilent à l'horizon. Où est la bonne gouvernance dans tout ça? Malheureusement, l'EDB ne satisfait pas la règle de la bonne gouvernance dans sa composition actuelle. Sur la composition du board elle-même, je suis sûr que le secrétaire financier n'est pas sa place au sein de cet organisme, car il existe des réels risques de conflit d'intérêts. C'est le BOI qui soumet le plus gros volume de dossiers durant l'exercice budgétaire. Or, comment le secrétaire financier, qui est un des directeurs de l'EDB, pourra-t-il faire l'arbitrage des projets soumis par la même institution? Il sera judge and party. Éthiquement parlant, ce n'est pas professionnel. Et parallèlement, je ne suis pas d'accord avec la présence comme chairman de la FSC par le Financial Secretary. Et ça, on a discuté plusieurs fois ici
à travers des piqûres de moi-même et nombreux collègues de l'opposition. Autre point conflictuel, c'est qu'il y a une mainmise des businessmen du secteur privé au sein de ce board. Madame la Présidente, il faut reconnaître qu'une bonne réussite de notre économie repose sur un partenariat entre le secteur public et privé. Mais quand même, il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a un premier risque de perte d'informations sensibles et confidentielles, c'est-à-dire des personnes au sein de ce board qui ont plusieurs rôles. Ils peuvent ne pas faire la distinction entre leur rôle de directeur d'IDB et celui de leur compagnie. Quand on regarde certains de ces nominés, les risques sont énormes dans une petite économie comme la nôtre. Concernant, est-ce qu'on peut s'assurer que les personnes ne vont pas confondre les intérêts de leurs entreprises et l'intérêt du pays? Autre risque qui est réellement évident, c'est le conflit d'intérêts. Il n'est pas un secret pour personne que les directeurs de l'IDB, qui représentent des compagnies bien implantées à l'île Maurice, sont aussi des développeurs et des demandeurs de PMI. Ils seront appelés à approuver des projets, à analyser d'autres en attente ou encore à rejeter certains. Qu'est-ce qui se passe dans un cas de figure où ils ont... Yes. I'll just stop you for a few minutes just to tell you that there was a bill which came to the House which has been fully debated. I agree that you can raise some points on the EDB, but please don't go into the details because the bill has been fully debated in this House. I bow to your ruling, Madam Speaker, but still, even if it has been debated and voted, j'exprime mes craintes par rapport au risque que ça comporte, Madame. Donc, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, Madame, mais quand même, il y en a une question aussi de grave conflit d'intérêts. Parce que beaucoup de ces gens qui sont sur le bord de EDB, comme je dis, sont dans le secteur privé. Et aussi, il y a le risque de insider dealing, insider trading. Moi-même, à l'époque où je travaillais dans un firme d'audit, dans un firme comptable, je connais un cas spécifique d'une compagnie, que je ne vais pas mentionner le nom. Il avait soumis un projet qui n'avait pas de réponse après plusieurs mois. Et après, il a appris qu'une autre compagnie est allée de l'avant avec ce même projet. Donc, ce risque de conflit d'intérêts, c'est vraiment, ça existe et c'est vraiment grave. Et surtout, puisque je mentionne conflit d'intérêts, comment ne pas oublier ce cas plutôt de insider dealing. Insider dealing, je donne l'exemple de la fermeture de la Bremer Bank, qui ne se souvient pas de ce fameux phrase du mentor, quand bateau coulait, mais me sauver premier. Donc, qui ne se souvient pas que l'honorable mentor, il avait fermé ses comptes le 13 février 2015 et il avait retiré tous ses frics avant que le Bremer Bank ne s'écroule. Pareillement, avec lui, son ministre de Good Governance, mon Dieu, son ministre de Good Governance, lui, à l'époque, il n'est plus là, à l'époque, lui, il avait fermé ses comptes 5 jours après, le 18 février 2015, il avait retiré 700 000 roupies. Et maintenant aussi, high-rank official from the Bank of Mauritius, à l'époque, M. Gougoulaï, et lui, il a une caution fixe deposit de 2,5 millions en mars de 2015. Et au lieu d'être sanctionné, il est catapulté gouverneur de la Banque de Maurice, Madame la Présidente. Donc, voilà un peu, comme j'avais dit, par rapport au risque de conflit d'intérêts. Et aussi, il y a des risques quand même par rapport à la promotion et du marketing, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais passer à un autre item, l'item logements sociaux. J'aurais aimé quand même que l'honorable ministre Djogou soit là, mais ce n'est pas grave. Le budget 2015, à ce jour, contient tout des chapelets d'intentions concernant le logement. Mais en réalité, toutes ces intentions sont restées lettres mortes. Toutes ces intentions n'ont jamais été réalisées
Et là, sous ce même gouvernement, cette année-ci, dans le budget, une somme de 1,3 milliard de roupies est prévue pour Social Housing Unit. Que de milliards et de belles paroles. J'ose espérer que cette fois-ci, la donne va changer, mais je suis très sceptique par rapport à tout ce qui se passe depuis 2015. Il faut avoir une volonté politique pour résoudre ce problème de logement. L'argent est là, mais il n'y a pas de volonté pour résoudre ce problème. Sur 10 000 logements sociaux promis par le gouvernement pour son présent mandat, seuls 1355 ont été construits à ce jour et une grande majorité de ces maisons, la construction avait déjà commencé sous le mandat précédent. Devant l'urgence de la situation, le gouvernement a procédé à la construction des maisons à un rythme relativement lent, avec pour résultat une situation qui est en train d'échapper à tout contrôle. Des informations fournies au Parlement le mardi 15 mai dernier par le ministre Manjegru. D'ailleurs, cette question était adressée par moi-même, mais ce qui est plus choquant dedans, madame, c'est que le ministre insiste à dire qu'ils vont construire plus de 10 000 maisons avant la fin de leur mandat. Donc, même pas 300 maisons ont été construites en 3 ans et demi, et il reste 1 année et demie, il insiste à dire qu'ils vont construire 10 000 maisons. Il faut cesser de vendre des rêves à la population, Madame la Présidente. Et concernant le casting of roof slab, mention a été faite dans le budget que le plafond a été augmenté. Mais the devil lies in the details. Le plafond, oui, a été effectivement augmenté, mais le montant budgété est resté pareil. Donc, ce qui veut dire que le nombre de bénéficiaires va diminuer. Il n'y a pas de mesure positive qui a été prise par rapport au roof and slab. Et maintenant, Madame la Présidente, laissez-moi venir sur la problématique des marchands ambulants. S'il y a un dossier qui symbolise l'incompétence, la mauvaise administration, c'est bien le dossier des marchands ambulants. Malheureusement, encore une fois, aucun mention n'a été fait dans le dernier budget. Je suis profondément attristé par les difficultés que rencontrent les marchands ambulants. Il s'agit de la subsistance de nombreuses familles, voire même une question de survie. Tous ces projets annoncés en fort, les 1000 places, les projets vont être financés maintenant par qui? Par le secteur privé. Donc, on n'a aucune idée par rapport au coût du loyer, combien ça va être, quel est l'espace qui va être alloué, qui va allouer ces espaces, qui va déterminer ces espaces, qui va déterminer le loyer. Et pour le projet, Madame la Présidente, qui est supposé de terminer cette année-ci, ça n'a pas encore même été commencé. Madame la Présidente, pour moi, un gouvernement responsable, quand on prive quelqu'un d'un travail, il faut lui donner un alternatif. Quand on les a privés des jobs dans le secteur public dans les années 80, ils sont devenus des marchands ambulants. Aujourd'hui, on les empêche de travailler. Il faut leur donner un alternatif pour qu'ils puissent gagner leur vie correctement et convenablement. Et là, je vais revenir sur le décide qui a été alloué, au Décan et à la Gare du Nord qui sont dans un état déplorable, Madame la Présidente. Il n'y a aucune infrastructure, ce n'est pas couvert, il n'y a rien. Ils ont couvert avec des abris de fortune. Il y a une insalubrité totale, il y a un manque d'hygiène. Les gens n'osent même pas entrer. Et quand je pense les 50 millions de roupies qui a été gaspillé dans le projet Heritage City, quand on a payé le Street Consulting. Même pas un rapport on a eu avec le Street Consulting. Tout ce fric-là, on aurait pu mettre ça pour essayer de régler le problème de marchands ambulants. Et là, Madame la Présidente, je me réfère au paragraphe 121, quand on parle de Urban Bus Terminal. Le Urban Bus Terminal, dans le budget,
It is expected to start in February 2019. Madame la Présidente, rien n'a été fait. Rien n'a été fait à ce jour. Et the construction of the Victoria Terminal is expected to start February 2019. Vous les avez chassés des rues, là où ils travaillaient en début 2015. Et les travaux vont commencer en février 2019. Mais quand est-ce que ça va être finalisé? Quand est-ce qu'ils auront leur place pour travailler? De toute façon, vous n'allez pas être là pour la concrétisation de ce projet, Madame la Présidente. Et encore une fois, and government is working with the local authorities to construct 2 additional urban terminals at Immigration Square and Rose Hill. Rien n'est mentionné par rapport au financement. Rien n'est mentionné par rapport aux dates, quand ça va commencer, quand ça va être livré, Madame la Présidente. Donc, et là aujourd'hui, comme par hasard, j'ai passé dans la bibliothèque du Parlement et je suis tombé sur un article d'aujourd'hui, du Mauricien d'aujourd'hui, le Mauricien du 22 juin 2018, sur le Victoria Urban Terminal. Qu'est-ce qui est dit dans cet article, Madame la Présidente? La mairie doit remettre 5 millions de roupies annuellement au consortium. Donc, aujourd'hui, le gouvernement, il se frotte les mecs carrément avec les marchands ambulants. C'est le problème aujourd'hui, c'est devenu le problème du secteur privé. Au lieu de mettre de l'argent public dans un projet public, maintenant c'est au secteur privé, et le secteur privé, ils font du business, c'est normal que leurs objectifs, ce sera le profit. Et encore de cet article, mention est faite qu'il y avait eu une rencontre urgente. Il y avait eu une rencontre urgente à la mairie de Port-Louis. Il y avait une rencontre urgente parce que les échoppes destinées aux marchands ambulants, tenez-vous bien, et c'est bien que la population, surtout les marchands ambulants, prennent connaissance des dernières informations. Une somme de 4 000 roupies par mois pour la location des étals, Madame la Présidente. Voilà après 3 ans et demi de ce gouvernement-là, ce qu'on propose aux marchands ambulants. Une location de 4 000 roupies. Pour ces pauvres gens qui n'arrivent pas à travailler, on leur propose une location de 4 000 roupies. Et ça a été décidé par le conseil à la municipalité de Port-Louis. Madame la Présidente, je vais revenir plus tard là-dessus, mais aujourd'hui, pour une question de temps, il faut que je passe à autre chose. Mais pour vous dire que gouverner, c'est prévoir. On aurait dû savoir que tout cela allait venir. Et je me souviens de la première déclaration de l'honorable ministre Osnou dans le journal Star. Il avait mis le problème des marchands ambulants comme sa priorité. Aujourd'hui, on n'entend pas, on n'entend rien. Aujourd'hui, on parle de 2019, du secteur privé et une location de 4 000 roupies par étal, Madame la Présidente. Madame la Présidente, laissez-moi dire rapidement quelques mots par rapport aux situations de law and order, mais vu le temps qui m'est alloué, je vais directement parler de la situation de law and order de ma circonscription, la circonscription numéro 3. Aujourd'hui, quand vous passez à la rue des Forges, à la rue des Pamplemousses, à la rue Saint-François-Xavier, Madame la Présidente, je vous invite aussi les autres honorables membres. Il n'y a pas un seul policier. Là, la semaine dernière, c'était la veille de la fête Eid. La rue des Forges était peuplée de gens, beaucoup de marchands, beaucoup de gens, pas un seul policier sur nos routes. Pareillement pour la rue des Forges, qui est une des rues les plus fréquentées, les plus connues. Les gens entiers de l'île viennent à la rue des Forges, il n'y a jamais un policier à la rue des Forges. Et ça fait des années que ça dure. Donc, pour moi, en ce qui concerne... et comment ne pas oublier la problématique de la route militaire et la route de Pamplemousse. Je ne sais pas combien de fois je soulevais ce problème ici, dans la Chambre, qu'il faut mettre des policiers. Si la police n'arrive pas à régler le problème de la circulation, madame, comment est-ce qu'ils vont régler tous les autres problèmes
quand on sait que le banditisme évolue. Donc, voilà, Madame la Présidente, par rapport au problème de law and order dans ma circonscription. Je vais être honnête là-dessus qu'il y a beaucoup d'incivisme. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui garent leur voiture n'importe où, mais c'est le devoir de l'autorité de mettre de l'ordre. Si les gens ils ne respectent pas les lois, c'est le devoir de la police de faire son travail. Madame la Présidente, par rapport à Agalega, qui est aussi partie prenante de la République de l'île Maurice et dans la circonscription numéro 3. À Agalega, beaucoup de choses ont été dites depuis 2015, mais à ce jour, rien n'a encore été fait. La dernière question en date que j'avais demandé à l'honorable ministre de Local Government, les réponses, je cite de mémoire, que bidding exercise has not yet started. Donc, bidding même n'est pas encore commencé. Quand est-ce que les travaux vont commencer, madame? On parle de pistes d'atterrissage, on parle de beaucoup de jetties, mais vous imaginez, 3 ans et demi a été déjà écoulé. Il vous reste qu'1 an et demi, même pas le bidding exercise a déjà commencé. Quand est-ce que ces gens vont avoir leur piste d'atterrissage? Quand est-ce que ces gens vont avoir leur jetty? Donc, dans cette 1 année et demie, il y aura 10 000 maisons, pistes d'atterrissage, jetty. L'île Maurice va être transformée comme dans une rêve, Madame la Présidente. Donc, il faut essayer encore une fois arrêter de bénir les gens et surtout par rapport à Agalega, l'opacité totale par rapport à tous ces projets annoncés. On ne sait pas le projet va être financé totalement par l'Inde ou bien partiellement. Combien ça va coûter? Est-ce que le contrat, comment ça va être alloué? Ça va être alloué uniquement aux firmes indiennes ou bien aux firmes mauriciennes? Rien, opacité totale, et c'est ce même gouvernement qui parle de bonne gouvernance, Madame la Présidente. Rapidement, quelques mots sur le CSR. Le CSR, Madame la Présidente, c'est un drame. C'est un drame depuis 2015 quand on a retiré tous les guidelines. Aujourd'hui, on amende les lois très souvent. Aujourd'hui, quand on regarde les critères par rapport au CSR, ils viennent nous dire qu'ils vont financer les projets de Road Development Authority avec le CSR. Ils vont faire le Peace and Nation Building avec la monnaie CSR, Madame la Présidente. Et aussi, quand on regarde par rapport au CSR, dans le manifeste électoral, le Mauritius Telecom, il s'est servi du CSR pour faire du Wi-Fi hotspot. Donc, Madame la Présidente, le CSR, comme le nom le mentionne, Corporate Social Responsibility, a été dévié totalement de son objectif principal, c'est-à-dire de régler le problème social du pays. Maintenant, on fait du n'importe quoi avec le CSR et c'est le pays, c'est les gens qui en ont besoin qui souffrent par rapport au problème du CSR. Madame la Présidente, encore une fois, je dois écouter mon discours par rapport au temps qui m'a été alloué. Je vais rapidement parler du Public Accounts Committee. Rapidement, 2 mots sur le Public Accounts Committee. Comme je suis membre du Public Accounts Committee depuis 2010, beaucoup a été dit par les différents chairmen du Public Accounts Committee, que ce soit l'honorable Jane Katari, l'honorable Xavier Luc Duval, au temps où il était chairman, l'honorable Balamoudi et l'honorable Ganou. I'm sorry, I'll have to ask you to resume your seat because the time allotted to you has lapsed already, unless you have an agreement with your colleagues that you take from their time. Madame la Présidente, I need only 2 minutes to conclude for my But then speech. you read up from their Okay, allotment. no problem, Madame. No, you have no problem. I don't know whether they have a problem. Okay. As I mentioned, that there need to be changes in the mandate of the Public Accounts Committee. When we look ourselves to countries like Uganda, our
our standing orders for the Public Accounts Committee has not been changed for more than 30 years. And we are talking about transparency, about accountability. How do you think that the Public Accounts Committee can manage with those changes that has never come? But still, just a quick remark on what Honorable Ezra Jabu has mentioned in regard to Public Accounts Committee. I am of the opinion that it's a fundamental institution. It's a fundamental institution for the Parliament and the democracy at large, and I think that we have to do our duty in the Public Accounts Committee, even though that the mandate has not been changed. The battle must still go on, so that change will occur sooner or later. Madame la Présidente, merci, je termine. Honorable Lina.